Ok. Fuck that. Enough. Hello! Salut. Épisode 3? Épisode 3, tout à fait. On est là. Bien content d'être là, bien honnêtement. Yes. Ça fait plaisir, donc on n'a pas été là. Anna, pourquoi on n'a pas été là? Ah, parce que, écoute, j'avais, selon les dires de Samy sur Facebook, ma condition humaine a fait en sorte que j'étais très malade. Écoutez, j'ai eu une angine. Yo, je m'excuse pour le message peut-être un peu alarmiste. Yo, moi c'est Hannah Arendt, hein, c'est elle qui parle de la condition humaine. Bon, j'ai été influencé. Mais non, pour vrai, sorry pour ça. Je vais faire attention la prochaine fois à être moins formel. Mais je voulais pas dévoiler ta vie privée. C'est gentil. Après, toi, t'as dit non, c'est Hannah, elle a une angine. Ok. Ouais, je l'ai changé, lol. Lol. Ok, anyway. So, c'est ça. Donc, on n'était pas là la semaine passée. Donc, mais cet épisode ne sera pas en vain. Nous allons le reprendre et c'est le cas aujourd'hui. Et avant de débuter, Samy, est-ce que tu as des shout-outs? Yo, oui, gros shout-out à ma maman que j'adore, qui m'a annoncé la semaine passée, parce que j'ai dit d'aller regarder, parce que bon, je suis son fils et que j'aime ça quand ma maman est fière de moi. En tout cas. Puis, elle m'a dit, oui, ça, mais c'est bien, mais pourquoi le podcast, il est brisé? Je vois pas l'image. Là, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. C'est tellement cute. Oui, non, c'est très cute. Puis après ça, j'ai dit, ben non, on fait ça comme ça. Puis là, elle dit, mais pourquoi? C'est comme la télé, mais juste le son. J'ai dit, oui, c'est le concept. Bon, bref, donc, gros shout-out à ma maman. Qui nous a eu dans ses oreilles. Qui est trop cute. Ouais. Et shout-out encore à toutes les personnes qui nous écrivent pour les commentaires, pour les comment on dit, le support. Le support, ouais, c'est le ça. support. J'ai fait un signe. Un signe, ouais, il y avait comme. Ouais. Genre, on aura une caméra, vous allez voir nos faces et notre gestuelle. Ben oui. Mais ouais, c'est ça. Puis même les gens, honnêtement, là, juste les gens qui nous écoutent, c'est déjà beaucoup. Sérieux. Parce que des fois, je sais que. Et particulièrement si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, ça peut être un exercice ardu. Mais on vous remercie. Et on espère qu'on saura plus avec le temps. Yep. Cool. Donc, aujourd'hui, avant de partir sur le sujet de base de notre podcast, dont le titre est Woman Stand Up, où on va parler de la place / situation des femmes, implication dans les mouvements nationaux, mais particulièrement dans la situation en Algérie en ce moment, parce que Tahia des aides, puis on est là. Oui. Mais juste avant, Samy, on va faire une petite session de vide ton sac. Ouais, vide ton sac. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2 semaines et on a besoin de se défouler. Hein. Ouais. Mais honnêtement, même s'il se passe rien dans l'actualité, moi j'ai juste besoin d'être seul avec moi-même dans une pièce pendant 2 minutes et je peux m'embrouiller. Honnêtement. Bon, donc ça va commencer comme ça, le vide ton sac. J'étais tranquille. Il était peut-être 1h du matin, je regarde le feed. Voilà, le feed infini de Facebook. Je tombe sur une publication d'Anarcho Panda. Qui, en passant un gros shout-out à Anarcho Panda, checker sur Facebook puis tout, publie des trucs nice, c'est un allié. Bon, donc, qui publie un texte de Camille Lopez de l'actualité. Le texte qui s'appelle « Que pouvons-nous faire de plus ?» Puis donc, au fil du texte, dans le fond, elle explique comment, suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris... Il y a eu un gros feu, là. Il y a eu un gros feu. Elle explique comment est-ce que les fausses nouvelles se sont répandues très vite et comment est-ce que les médias en général, ou en tout cas, je pense qu'elle parlait plus de ceux qui se disent fact-checkers ou fact-checkers, vérificateurs de faits en français, vérificatrices. Donc, ces personnes se sont dit « Waouh, mais comment ça, les fake news se répondent à une vitesse folle? » Parce que là, tout de suite, bien sûr, c'était la thèse du terrorisme, c'était le complot. On a la personne là, qui était... le gilet jaune qui était sur le toit de la cathédrale. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Bon, ok, donc tout ça, et honnêtement, son texte, il est très bien. Il est super, rien à dire. Mais il a réussi à me fâcher. Parce que comme je vous ai dit, je suis un gars qui se fâche facilement. Mais en plus, je savais même pas pourquoi j'étais fâché. Puis c'est le lendemain que j'ai écrit ce qui suit. On t'écoute. Ouais. Donc,
J'adore comment le podcast tourne rapidement en session de thérapie. Ah, thérapie, oui. Merci. Merci d'être là. En plus, vous avez des bons honoraires, hein. C'est gratuit. Ok. Ouais, donc, ce que les médias de masse peuvent faire, ils ne l'ont pas fait quand c'était le temps. Elles étaient belles les années où l'appât du gain remplaçait la rigueur journalistique, tout pour des codes d'écoute et au diable l'esprit critique. Aujourd'hui, les revenus publicitaires sont sur Internet et des groupes malveillants peuvent reproduire à bien moindre coût les méthodes qui avaient autrefois été la chasse gardée des médias privés. Ces groupes ont juste poussé un peu plus le narratif dominant, quitte à être explicite par rapport aux communautés envers lesquelles ce narratif était dirigé. C'est facile de rectifier les faits par rapport à des mensonges aussi grossiers comme le font les fact-checkeuses de ce monde. Ce qui serait courageux, c'est de remettre en question la couverture médiatique passée et présente de des sujets tels que la lutte antiterroriste, la guerre d'Irak puis d'Afghanistan, la complaisance envers les États pétroliers qui financent le terrorisme islamique, sur les politiques sionistes israéliennes, par exemple, etc., etc. Les médias privés doivent aussi se remettre en question sur la couverture des phénomènes migratoires passés et actuels. N'avez-vous pas contribué à construire les amalgames? Terrorisme, immigration arabe, islam, c'est toute la même affaire, non? Le titre est fait pour choquer, le contenu est facile à comprendre car il fait appel à des préjugés utiles que sont les représentations collectives. La longueur du texte est aussi réduite quand il n'est pas déjà construit pour être consommé rapidement. Oui, consommé rapidement comme du fast-food. Parce que pour l'actionnaire, il en a rien à foutre du contenu informationnel. Il veut vendre des Big Mac, même si c'est de la marde. L'important, c'est le volume des ventes. Voir l'information comme un bien de consommation, c'est s'intéresser à tout sauf à la qualité de l'information. L'emballage est important, il doit être attrayant. C'est le gros titre qui choque. Au moins sur les céréales, ils te mettent un astérix pour te dire que le grain de Rice Krispies, il est plus petit en vrai. Ça, puis ils te rappellent qui est qui. Tu sais, d'un coup que t'aurais un moment de confusion sur qui est cric, qui est crack, puis qui est croc. En tout cas, vous checkerez. Le format doit être pratique, facile à consommer. Genre à une main sans devoir regarder ce que tu fais, un peu comme quand tu manges ton petit matin dans le trafic. Une colonne de texte par-ci, un 20 secondes de téléjournal par-là, te voilà géopolitologue. Tu es bien outillé pour contribuer au débat public. Les saveurs doivent aussi être adaptées aux palais locaux. On n'aime pas trop ça, les épices ici. Les opinions, comme les mets chinois, sont sucrées, quitte à être dénaturées. Les coûts doivent être bas. Il n'y a pas plus de journalistes dans la plupart des articles que de bœuf dans les galettes du McDo. Même que les journaux peuvent fonctionner sans journalistes. McDo sont pas rendus là. Ils t'en mettent un peu, mais tu peux pas en avoir pantoute. Ça arrive. J'adore au VG. Excusez-moi. Enfin, ça dépend de ta position sur le McFish. Je voudrais pas lancer de débat incendiaire ici. Bref, pendant des années, les médias privés ont vendu de la marde. Ils s'étonnent aujourd'hui que les gens s'y soient habitués et qu'ils en demandent encore. Please. L'islamophobie et la xénophobie que les gens vivent, qu'elles soient induites par les fake news, les trolls ou les médias traditionnels, ça change rien pour les gens qui vivent le phénomène depuis leur enfance. D'ailleurs, le ou la fact-checker, on n'a rien à cirer de ça. Elle défend sa job dans le monde qui subisse les... Elle défend sa job, pas le monde qui subisse les conséquences. Elle défend la sacro-sainte rigueur journalistique. Elle se bat pour la vérité. Tu sais, la vraie vérité, là, celle avec un V majuscule et un signe de cash. Parce que c'est ça être privilégié aussi. On prétend se battre pour des idéaux ou des valeurs universelles plus grandes, quand pourtant on pense essentiellement à son cul. Bouh, les gens disent n'importe quoi sur Internet, qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêtez de vendre l'information comme des Joe Louis. Au pire, l'emballage, je vous le laisse, là. Mais le reste mentionné plus haut, c'est pas négociable. Prenez conscience que les médias de masse ont ou du moins devraient avoir un rôle éducatif pour beaucoup de gens. C'est la seule source d'information sur les enjeux de société auxquels elles sont exposées. Déjà, il y a plus de 10 ans, Bouchard-Taylor affirmait que vous avez contribué à créer une crise. Pas une vraie crise, mais une vraie crise. Une crise des perceptions. Qu'avez-vous fait de ce constat? Rien. Parce que même si McDo sait qu'il vend de la marde, eh bien je l'ai dit, il vend de la marde. Et c'est tout ce qui compte. De plus, les théories du complot prouvent que les gens sont capables d'esprit critique. Et ça, c'est une opinion bien personnelle. Les gens peuvent passer des heures sur Internet à chercher X détails de tel événement sur un domaine d'expertise pointu, pas supposément accessible au grand public. Ça n'enlève rien au fait que ces gens ont tort et que leurs croyances sont même souvent dangereuses. Mais moins de complaisance pourrait canaliser cet esprit critique à meilleur escient, je pense. Ça, c'est juste 3 suggestions développées par un gars le temps d'une ride de bus. Maintenant, si vous voulez trouver des solutions, il y en a.
La question, c'est de savoir, une entreprise médiatique privée, dans le contexte capitaliste, est-elle prête à se pencher sérieusement sur le problème? Word. Sorry, c'était long. Non, c'était pas... Non, j'aurais pris encore un autre 10 minutes de diatribe de Samy. C'était... Ouch. The Three Booth B. Ah bon, ben c'est comme un compliment. Oui, non, c'est un compliment. Parce que c'est une grosse critique du... Ben, c'est une grosse remise en question de l'utilisation du pouvoir des médias en ce moment. C'est comme si je comprends bien ton texte, hein, tu me dis si j'ai mal compris le message premier. Puis une réflexion sur le fond et la forme, en gros. Oui, non, c'est ça. Puis de toute façon, je pense que l'interprétation, c'est pas l'auteur de quoi que ce soit qui en a le monopole, là. C'est-à-dire que s'il y a une façon que mon texte est interprété, c'est que les mots prêtent à être interprétés de cette façon, etc. Mais non, essentiellement, c'est ça. Puis moi, ce qui m'a fâché, dans le fond, c'est que cette personne-là, je la connais pas. Puis comme je l'ai dit au début, son texte est super bien écrit. Puis c'est vrai que c'est noble ce qu'elle fait. Mais au final, c'est pas elle qui le vit, le racisme, la xénophobie. Puis ces gens-là, ce qu'ils dénoncent, dans le fond, c'est le fait que les gens s'intéressent plus à des fake news sur Internet qu'aux vrais médias, entre parenthèses. Ouais. Mais l'affaire, c'est que si les vrais médias ont été remplacés si facilement par des gens qui font ça dans leur sous-sol, est-ce qu'il n'y avait pas un problème avec les vrais médias à la base, tu sais? Mais c'est ça, mais d'où la réflexion par rapport au fond et la forme, c'est qu'on s'intéresse tellement à la forme, de s'assurer que ce soit un média valide, que les faits soient véridiques et tout, qu'on se rend pas compte du pouvoir de l'article en soi, du pouvoir du message véhiculé et et de la responsabilité qu'il en vient de cette reconnaissance de pouvoir-là des médias. Tout à fait. Donc moi, c'était une critique parce que c'est ça m'a... je sais pas, c'est venu me chercher parce que dans le fond, moi honnêtement, la nouvelle de Notre-Dame de Paris, là, pas grand-chose aurait pu me laisser plus de glace, là, dans le sens que c'est tellement... ça ne m'interpelle pas, ce n'est pas dans... c'est pas un manque de respect de dire ça non plus, je comprends que ça puisse interpeller des gens, voilà. Après ça, que des gens disent n'importe quoi sur Internet, ben on est habitué, sauf que c'est ça l'affaire, c'est que l'utilisation de ces perceptions négatives de certaines communautés, c'est pas un phénomène qui est en place depuis l'élection de Trump, par exemple. Parce que là, les médias, c'est la nouvelle obsession, là, c'est Trump. Mais non, il y avait d'autres problèmes avant. Ouais. L'utilisation du pouvoir politique à mauvais escient, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Puis après ça, c'est ça. Donc le travail journalistique, je pense qu'il y a un travail d'introspection à faire. Puis il y a plein de rapports à ce sujet, honnêtement, là. Ouais. C'est ça pour le sac. Ouais. Le sac est vide. T'as vidé ton sac. Merci. Moi, c'est plus par rapport à Notre-Dame, juste la nouvelle en tant que telle. Tu sais, quand on parle de fond et de forme, c'est la surexploitation d'une nouvelle, la surmédiatisation d'une nouvelle, qui certes, encore une fois, sans vouloir être irrespectueuse ou quoi que ce soit, c'est triste, c'est dommage, c'est sûr que c'est un bien de patrimoine catholique avec l'histoire, puis pauvre Quasimodo, puis blablabla. La vraie question, c'est, as-tu publié la photo de tes vacances sur Instagram? Mais c'est exactement, puis il y a Aurélie Langto dans sa chronique cette semaine, elle parlait justement d'une espèce c'est en sous-texte là, mais une espèce d'appropriation de l'histoire en un jeu. Tu sais, on utilise puis on essaie de subjectiver un fait historique, parce que veux pas le fait que Notre-Dame brûle, c'est quand même un fait historique là, ça va rester dans l'histoire. Mais c'est de l'utilisation de ce fait-là en une subjectivité. Puis elle disait, c'est un geste... Le fait que tout le monde poste des photos de eux qui sont allés un jour à Notre-Dame, qui l'ont vu de loin, là, c'est un geste exemplairement contemporain, alors que notre rapport au monde est plus que jamais médiatisé par la subjectivité et ses sensibilités particulières. Ironique tout de même, pour se consoler de la destruction d'un monument qui, de par l'esprit président à sa construction, incarne précisément la dissolution du je dans l'ensemble. Parce que une église, à la base, c'est pas fait pour le je. C'est censé être un lieu de communauté, un lieu de rassemblement, et nous, on se le réapproprie
dans le jeu. Et après, bon, il y a cette critique-là du narcissisme qui en est découlé, mais il y a aussi la critique du fait qu'il y a presque 1 milliard de dons qui a été ramassé. Puis sachant très bien que les gens qui ont donné les 200 millions, les 100 millions, etc., le réel, le total, blablabla, eux, ils ont 60% de déduction d'impôts par rapport à ces dons-là. Tout à fait. Et alors même que la France est en crise et que le gouvernement dit qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir redonner au peuple. Donc là, on est... C'est juste comme... Il y a une grosse critique de la philanthropie à travers ça. Ouais, clairement. Et juste... pour clore cet élan de ce diatribe, ce rant, ce vide ton sac, j'aimerais juste rappeler, hein? Wow. Et là, shout-out à Ryan qui m'a montré ça. François Legault, quand il a été... il va se reconnaître, Ryan. Quand il a été... Je n'ai pas besoin d'expliquer. Est-ce qu'on peut abuser des shout-outs dans certainement, cette émission? On peut. Oui. On n'abuse jamais. Parfait. Juste, aucun abus ici. Il n'y a pas d'abus. François Legault, quand il a été interviewé par rapport à Notre-Dame de Paris, il a dit, parce que bien sûr le Québec va soutenir la France là-dedans, bien sûr, on est là. Camarades. On est leurs cousins. Cousins français. D'ailleurs, hein, quand tu vas en France, c'est vraiment pas partout qui savent que les Québécois sont supposés être des cousins des Français. Bon, en tout cas. Ouais. So, anyway. Il a dit, évidemment, on va laisser les Français prendre en charge la reconstruction. Mais si on peut aider de quelque façon que ce soit, pour moi, c'est important dans ma qualité de vie qu'on revoie cette cathédrale. Donc, François Legault, merci d'aider la France pour améliorer ta qualité de vie. Voilà, c'est tout. Mais le gars, il me fait penser quand je dis à des gens de façon... quand je dis des choses à des gens de façon automatique, puis je pense même pas à ce que je dis, puis après ça, je fais comme, est-ce que j'ai dit ça? Oh shit. Non, mais lui, il n'y a pas cette réflexion-là après. Il n'y a pas la post-réflexion de est-ce que j'ai dit ça? Lui, il dit... Je sais pas, là, tu prends la phrase, tu te la répètes 3 fois dans ta tête. Pour l'instant, il se dit mes élans de... qualité de vie. Wow, mes élans oratoires, comme je parle bien. Je suis pas sûr qu'il va se faire tatouer la cathédrale sur une fesse. You never know. Oh, I'd like to see that. I would like to see it. Et juste un dernier point. Je sais pas si tu as vu ça... Eve Torres, la social-démocrate? Non. Ouais, ben non, de QS. De QS, c'était une... Ah oui, là. Elle s'est présentée la candidate? Ouais, la candidate. Ok, oui. Dans Côte-des-Neiges, je crois. Rien à voir avec ce que je pensais, mais non, oui. Mais elle avait fait une blague. Elle a fait une blague sur Notre-Dame de Paris, puis là, ça a fait comme une trollée, là. Tout le monde était là, genre, t'as pas le droit de rire, parce qu'elle bon, sa blague est toute douteuse, c'est vrai que sa blague était pas super drôle, là, pour être... Moi, je l'ai pas vraiment compris, mais comme, ça pose aussi des questions sur qui a le droit de rire. Je sais pas. Puis non, mais ça revient au débat des privilèges dans la parole, dans le droit de parole, dans la manière dont on peut s'exprimer. Ouais, puis, mais... Ouais, vas-y. Mais c'est parce que ce qu'elle a dit, en fait, ça joue sur un narratif dominant xénophobe, là. Dans le sens que islamophobe plus, d'ailleurs, mais ça peut donner des outils là, à ceux qui sont adeptes de la théorie du complot, puis du grand remplacement, puis nana, parce que... Puis c'est vrai qu'elle a dit dans une blague, tu sais, fait que oui, c'était pas drôle et tout, mais... honnêtement, je peux comprendre le fait qu'elle ait été critiquée. Après ça, de là à déposer une motion de blâme... Mais c'est ça. C'était abusé, là. Moi, c'est ça. Les conséquences sont abusées. Ouais. Voilà, exactement. Oui, on peut critiquer. Puis quand Mike Ward fait ses jokes plates, pas bonnes, on le critique aussi. Tu comprends? Tu sais, veux pas... J'aimerais qu'on cite Guy Nantel au chapitre des blagues plates pas bonnes. J'adore Guy. On peut les critiquer, puis il faut critiquer. Puis je crois que c'est ça qui est intéressant et qui est souhaitable dans le monde de l'humour, c'est que c'est une espèce de grosse grange au sens critique, puis il y a vraiment une acceptation complète à la critique dans le monde de l'humour. Puis c'est ça qui est le fun. Sauf que, bon, elle est pas humoriste aussi, là, on s'entend. T'sais, elle a une responsabilité en tant que possible élue, même si elle n'est pas élue, etc. Donc, je comprends aussi qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Mais il y a vraiment eu du 2 poids, 2 mesures, là, incroyable. Oui, 100%. Puis, c'est ça, c'est juste une réflexion sur qui a le droit de rire comment
au Québec. 100%, puis c'est aussi en considérant que sa blague, bien que pas drôle, a pas eu de conséquences formelles sur personne. Non, c'est ça. Alors qu'il y a des gens qui font des blagues qui sont vraiment préjudiciables pour des gens, puis il n'y a pas de problème. Ou genre, tout le monde se rallie à eux, puis porte des masques au gala des Oliviers, puis bon. Mais moi, j'aime McWard, hein. Je le trouve drôle, mais pas tout le temps. Le truc de Jérémy, là, c'est un autre sujet. N'abordons pas ce sujet, et nous finirons cette diatribe qui a été beaucoup trop longue en citant... Ben moi, je vais la finir, là. Toi, tu finiras si tu veux. Non, fini. Dans Enfants du désert. Ah oui, bien Diams. sûr. Enfants du désert. Parce qu'on parle de femmes, là, aujourd'hui. On va parler de rappeuses. De femmes. De femmes. Un femme. Okay. Dans Enfants du désert, qui disait « Je sais de quoi l'État est coupable, qui débloque des milliards, mais jamais pour les contribuables. » En 2009, elle disait ça. Ben oui. Et là, on est là. On est là. Je te dis, c'est une visionnaire, c'est Nostradamus, cette femme. C'est Nostradamus, ouais. Eh oui, shout out Diams. Et... Donc, voilà, ça, on a fini avec le vide ton sac. Yo, vide ton sac, man, on a tout vidé. On avait besoin de vider, là. 20 minutes. L'épisode va peut-être être un peu plus lent, mais on avait besoin de vider. Ok. Yo, ben, y a pas de stress. De toute façon, c'est prévu en passant. Là, on annonce ça à la 20e minute, là. On l'a pas dit. Oups! L'épisode, on veut faire comme un peu plus long que un parce qu'on a manqué la semaine passée. Yep. Donc, ouais, ça va clairement déborder, mais il n'y a pas de stress, là. Vous arrêtez quand vous voulez, guys. C'est ça, yo, t'arrêtes d'écouter. Sais-tu quoi, cette année-là, t'arrêtes d'écouter là. Ok. So, on est rendu, Anna. Yes! Le sujet principal. Ben oui. Veux-tu nous expliquer? D'ailleurs, s'il te plaît, parce que c'est très complexe. La situation en Algérie. Alors, ouais, c'est très complexe, donc je vais juste faire un petit tour d'horizon. Hein. Je n'expliquerai pas en détail, là, parce que de toute façon, ben, ça me tente juste pas. Oh yeah, on fait ce qu'on veut donc, ici. On fait ce qu'on veut, man. Donc, nous avions en Algérie un président depuis 1999. Omniscient, omnipotent. Oui. Of course he is. Même s'il ne peut pas parler, bref. Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika pour ceux qui veulent la version... Ceux qui n'aiment pas les H. En tout cas, bref, les pronoms. Donc, il est au pouvoir depuis 1999 et il voulait briguer un 5e mandat. Mais Abdelaziz Bouteflika, pour expliquer sa situation, monsieur est en chaise roulante. Monsieur, depuis 2013, en 2013, il a eu un AVC, et depuis 2013, ne s'exprime pas devant le peuple. Il n'est pas là. D'après moi, ni devant, ni sans le peuple, il s'exprime pas. Il n'est pas là, ok? Puis c'est vraiment, honnêtement, d'un point de vue humain, c'est triste. Parce que l'homme est sur son lit de mort, et les gens l'instrumentalisent. Bref, c'est une marionnette. Et à partir du 22 février, le peuple est sorti dans la rue, disant, ben, you know what, on veut pas de 5e mandat. Mais, donc, ils ont commencé les manifestations, et avant que Bouteflika pose sa candidature, je me mêle un peu dans mes mots, mais avant que Bouteflika pose sa candidature, le peuple savait déjà qu'il allait présenter, anyway, il l'avait dit. Donc, ils sont sortis dans la rue avant. Donc, c'était une précaution. Et le 4 mars, il a déposé sa candidature, mais les manifestations... On a même des dates, les amis. Ah ouais, moi j'ai des dates. Je me suis préparée à quoi? Et donc, le 4 mars, il dépose sa candidature, 10 jours après le début des manifs contre le 5e mandat. Les manifs ne s'essoufflent pas. À chaque vendredi, il y a des manifs. Et Bouteflika, le 2 avril, il décide finalement de démissionner. Ça, c'est... mais sachant que ses alliés se désassociaient de lui de plus en plus. D'ailleurs, un peu avant, il y avait le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, qui s'est dissocié et lui a dit de partir, sachant très bien que le militaire en Algérie a une place vraiment importante. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Et depuis, chaque vendredi, il y a des manifestations encore. On en est au 9e vendredi de manifestation. Les manifestants, dans le fond, ils demandent, en gros, le retrait du système. C'est comme ça Système dégage. Système dégage. Yetnahaw ga.
Donc, Yeah, c'est le slogan du... Ouais, ils veulent juste que le pouvoir, toutes les personnes qui étaient en place s'en aillent, qu'il y ait une refonte du pouvoir et que le pouvoir revienne au peuple. Donc, ils demandent les manifestations en ce moment, les manifestants de plus en plus, ils demandent, en fait de plus en plus, en ce moment, ils demandent le départ des 3B, donc le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, parce que dans le fond, quand il a démissionné Bouteflika, il a dit, on va tenir des élections dans 90 jours, donc le 4 juillet, et d'ici là, ben, il va y avoir un chef d'État par intérim. Ils veulent aussi le retrait du premier ministre Nourdine Bedoui et le président du Conseil constitutionnel, Taïeb Belaïz, je crois, c'est son nom. Mais lui, il a démissionné le 16 avril. Donc là, c'est beaucoup de noms. Retenez pas nécessairement tous ces noms-là. En gros, il y a encore des manifestations en Algérie. Il est supposé avoir une élection le 4 juillet, mais on ne sait pas parce que ils sont là. Le peuple est là. Et le peuple est présent et le peuple est essentiellement pacifique, entre guillemets. Là. Je sais pas comment... Très essentiellement pacifique. Oui, mais dans le sens que ce mot-là, comme... Ouais, on n'aime pas ça. Nous, moi, en tout cas, je suis pas pacifiste. Mais... C'est ça. Il est galvaudé, mais on va le définir comme ça. Et ils appelaient même leur révolution la révolution du sourire. Mais depuis 2 semaines, ça se durcit de plus en plus. Il y a eu... Le 9 avril, il y a eu une répression d'une manif étudiante. Il y a eu des dizaines de blessés par des mouvements de foule puis des gaz lacrymogènes de la police la semaine dernière. Il y a eu cette semaine, il y a eu beaucoup d'arrestations, des manifestantes dénudées dans des commissariats de police. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en parler un peu plus avec Samy. Donc, ça reste à voir. On va voir comment ça va se dérouler. C'est encore en mouvement, donc c'est tout chaud. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que les femmes, comme les femmes avaient une place importante dans le mouvement de décolonisation dans les années 50-60, elles ont encore une place importante et on va en parler plus. Ouais, merci Anna pour ce récapitulatif incroyable. Un peu long, mais ça va. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Ok, je repars mon petit timer. Ah oui, juste petit disclaimer donc. Yep. Anna et moi sommes très au courant des dynamiques de genre dans la société en général, mais aussi dans nos propres pratiques, comme dans ce podcast, par exemple. Puis, sachez qu'on y travaille, notamment au niveau du partage du temps de parole. Donc, cette semaine, on essaye l'initiative où j'ai mon propre petit chronomètre et je suis gardien de ma propre parole pour surveiller tout ça. Comme en ce moment, je suis à 14 minutes et Anna est à 27 minutes. Donc, non, ça c'est global. Ça c'est global, donc vous voyez qu'il y a un déficit de 30 secondes pour moi, mais tout va bien. Je vais arrêter d'utiliser ce temps de parole dans mon disclaimer. En tout cas, juste pour vous aviser. Ouais, c'était Ok. C'est ça. Un autre truc, c'est que vous remarquerez les slogans du peuple algérien. Moi, j'adore la concision. Hein. Ga. Ce qui veut dire tous. Tous, avec un 3 dedans, si vous l'écrivez. Ouais, mais bon, c'est assez spécial. Et aussi, dégage. Ça, là, système dégage. Moi, c'est parfait. Je trouve que c'est excellent. Ben oui, parce qu'ils veulent pas juste des élections. Non. Ils veulent pas système juste... dégage. On veut pas juste une personne qui s'en va, on veut le système au complet. Dégage. Voilà. Bon, bref. Donc, ça, c'était pour les slogans. C'est ça. Moi, pourquoi est-ce que je tenais à parler, entre autres, de ce sujet? C'est parce que en 2014, j'ai suivi un cours à l'université dans ma première session, à l'université de Sherbrooke, où j'ai connu Anna. Puis, c'était cours Femmes et politique donné par Stéphanie Lantier. Stéphanie Lantier qui, elle... Historienne, oui, et qui a fait sa thèse de maîtrise sur, tenez-vous bien, l'impossible réciprocité des rapports politiques et idéologiques entre le nationalisme radical et le féminisme radical au Québec. Oh là, j'ai rien compris. C'est pas grave, il n'y a pas grand-chose à... Finalement, c'est ça, elle a étudié le mouvement Libération nationale au Québec dans les années 50-60, avec comme étude comparative les féministes radicales et le mouvement nationaliste, et en les croisant, donc les féministes dans le mouvement nationaliste. Okay. En tout cas, bref. Puis, il y avait un cours, justement une séance dans le cours qui était sur les femmes et le nationalisme. Et j'ai dévoré ce cours, je l'ai adoré parce que justement, c'était son sujet de recherche et tout. Puis, 5 ans plus tard, il y a eu ce qui se passe en Algérie en ce moment. Et là, c'est là que je vois que c'est fou de voir un peu les considérations concrètes de la chose
Excuse-moi. Ouais, non, ça va. Donc, on a juste vérifié que l'enregistrement enregistrait. Hein, parce que l'ordi était en mode veille, donc on ne sait plus. Non, mais ça va. Donc, il arrive ce qui se passe en Algérie et il y a eu l'apparition de ces mêmes débats que cette professeure m'avait parlé. Puis j'ai trouvé ça fou de voir la contextualisation d'une connaissance que je pensais vraiment ultra abstraite. Mais finalement, je vis ça de mon vivant. Nous vivons ça de notre vivant, donc c'est super. Puis juste dire aussi que nous, on prétend pas parler d'un point de vue terrain. C'est pas parce que nous sommes algériennes et algériens que on prétend parler pour le peuple, parce que en tant qu'apatride, en tant qu'immigrant, immigrants en fait, on est des migrés de là-bas. On peut pas parler pour eux, et on vit la chose de façon éloignée, on la vit par les réseaux sociaux, les discussions avec la famille. Exactement. Mais c'est pas pareil. Donc juste pour mettre ça au clair. Ouais. Donc, au fil de l'organisation du mouvement, un enjeu est venu semer la discorde dans les rangs. Anna. J'adore comment on parle aujourd'hui. Français soutenu. C'est pour l'aristocratie. Hein? Pour écouter, vous nous envoyez en message privé le revenu net. Hein? Ok. Donc, qu'est-ce que tu penses qui est venu faire les petites discordes dans les groupes? Mais je ne sais point, Samy, peux-tu m'éclairer? Mais c'est les femmes. Voilà, toujours là, à foutre de la zizanie. Aïe, aïe, aïe. Donc, le sujet, plus précisément, c'est la réforme du code de la famille. Parce que justement, en Algérie, bien sûr, parce que justement, il y a des femmes qui se sont levées et qui ont dit: hey, attendez, là, cette révolution, est-ce qu'elle est pour tout le monde ou elle est juste pour une partie de la population? Est-ce qu'on peut être, nous aussi, on peut avoir des choses, ou c'est comment? Parce qu'il faut savoir que le droit des femmes en Algérie fait son chemin, tranquillement, mais exactement. Puis là, on veut pas encourager une perception de pays arabe, pays barbare versus civilisation occidentale, dont égalitaire, là. C'est pas ça le but. Mais bon, donc il y a une levée de bouclier. Non, ça c'est pour toi des disclaimers là. Champion du disclaimer. Ouais, bon, en tout cas. Samia Iwani. Donc, levée de bouclier par justement des commentaires comme « Ah, pas maintenant, ce n'est pas le bon moment, chaque chose en son temps, patience, les choses importantes avant ». Et là, on voit que ça s'enligne de plus en plus vers des commentaires négatifs. Diversion, division du mouvement. Violent. Agent infiltré pour semer la discorde dans les rangs, et finalement mouche. Donc je veux juste dire que quoi? C'est ça, il faut l'expliquer ça. Mais oh là là, parce que je vous dis, les Algériens concision, hein, on est des génies. Okay, à la place d'avoir une argumentation avec quelqu'un, si on juge que son propos est infiltré, et pas valide, ou vise justement à assommer la zizanie, ou je sais pas quoi, ben on peut juste envoyer une image de mouche. Ou écrire mouche. Mais ça, maintenant, c'est l'image plus que je vois. Oh, voilà, j'ai jamais vu ça. Mouche. Allez voir sur le groupe Facebook Algérie Debout, notamment. Il y a plusieurs groupes Facebook Algérie Debout, mais Algérie Debout, le groupe a plus de 120 000... abonnés là, justement il y a des gros débats, puis souvent quand il y a justement des choses que les gens jugent qui vont diviser le mouvement, ils disent mouche, et ça veut dire attention, c'est une distraction, il faut pas s'en occuper, donc c'est pas important, n'en parlons pas. They're smart though. Oui, non, mais ça serait bien si c'était bien utilisé. Mais non, mais je suis pas en train de le dire. Oui, non, mais honnêtement, c'est bien, parce que c'est vrai ce que j'ai dit, que justement le peuple algérien, c'est des rigolos, c'est des gens, ils savent, ils ont la maîtrise, et ils utilisent le langage d'une manière vraiment, mais c'est très brillant. Ouais. Moi, je suis algérienne, je veux dire. Okay. On est très, nous les Algériens. Non, ok, bref, je t'écoute. Ça va. Tu m'écoutes déjà beaucoup en passant. Non, j'aime ça. Bon, ok. Donc, et il disait ce genre de... En fait, il mettait ce genre de commentaires ou d'images, mouche, comme des réponses à des textes féministes super bien articulés sur... Pourquoi est-ce que se préoccuper des conditions des femmes, c'était pas diviser quoi que ce soit, puis que c'est juste normal qu'on soit tous égaux dans ce mouvement d'émancipation nationale, de revendication. Ouais. Et là, c'est là que j'ai eu le flashback total avec le cours de Stéphanie Lantier, parce que justement, elle a parlé, et j'ai fait un peu de recherche pour le podcast aussi, de la place des femmes dans le FLQ. Donc le FLQ, c'est le Front de Libération du Québec, grand mouvement souverainiste, nationaliste radical. Puis... dans les années 60... je suis vraiment pas bon avec les dates. Moi, je fais exprès de jamais dire de date, comme ça je me trompe jamais. Mais dans les années 70. Got it. Ok, donc Front de Libération du Québec.
Puis il y a une scission et le FLF est créé, le Front de libération des femmes du Québec, qui elles justement voyaient que leurs préoccupations n'étaient pas écoutées dans le mouvement plus grand, et plus c'est allé, plus il y a eu une dissociation du mouvement nationaliste souverainiste. Donc notamment, ils se sont distancés du PQ pour ses pratiques et ses positions sexistes, notamment anti-avortement. Donc le PQ, ça a vraiment été un gros canalisateur de cette mouvance nationaliste, mais c'était une structure donc dominée par les hommes, bien sûr, et les femmes étaient souvent reléguées en arrière-plan. Elles faisaient le café, elles imprimaient les tracts, elles faisaient la dactylographie des réunions. Oh non, je peux pas le dire, mais toi, oui. Bon. Ouais, c'est assez triste. En tout cas. Donc, ouais. Ouais, fait que là, elles ont créé leur propre mouvement, Fédération de libération des femmes. Yes. Puis, c'est ça, puis finalement, ça s'est distancé pour finalement ne même plus considérer le nationalisme comme la lutte de premier plan, mais vraiment la libération des femmes dans la lutte ouvrière, notamment. Donc, il y a quand même une grosse histoire là-dessus. Moi, je voulais juste mentionner le parallèle parce que je le trouve fascinant, littéralement fascinant. Et je voulais pas nécessairement aller en profondeur et tout, mais je suis pas sûre, je suis désolée si c'est moi qui t'a mal suivi, mais je suis pas sûre de voir le parallèle. Je vois le parallèle. J'ai vraiment manqué beaucoup de choses, en fait. Non, c'est correct, mais je vois le parallèle que c'est deux groupes qui peuvent se distancier. Mais est-ce que tu vois ça dans le mouvement algérien en ce moment, une espèce de distanciation des groupes féministes vis-à-vis du mouvement? Non, mais en fait, c'est même pas une... C'est ça, dans le fond, au Québec, c'était plus formel, il y a eu quelque chose qui a été créé, mais c'était juste pour faire le parallèle de la place des femmes dans les mouvements d'émancipation nationale, puis de voir que, justement, on les écoute pas dans ces mouvements-là. Tu sais, je dis pas qu'en Algérie, les femmes vont créer un mouvement, mais c'est juste de voir que au Québec, les femmes dans le mouvement nationaliste étaient pas considérées assez au sérieux pour pouvoir influencer les revendications, par exemple. Mais c'est une chose qui est pas nécessairement impossible en Algérie, parce qu'il y a des femmes qui étaient dans les marches. Il y a un groupe féministe plutôt qui a créé une place féministe aux portes du campus du centre-ville de l'Université d'Alger. Nice. C'est un groupe composé de femmes algériennes, puis ils ont publié une déclaration qui disait que la construction d'une nouvelle république algérienne, parce que c'est un peu ça, de plus en plus les manifestations s'en vont vers un désir de deuxième république algérienne. Ils disent que c'est inconcevable s'il n'y a pas une garantie d'égalité de droits de tous les citoyens. Exactement. Citoyens. Même si en ce moment, dans la Constitution, c'est dit là, qu'il y a une égalité. Mais il y a des failles. Il y a des failles. La réforme du Code de la famille, je ne l'ai pas dit, mais c'est que le Code de la famille, en ce moment, oui, il condamne la violence conjugale, depuis tout récemment en plus, là, genre 2015, je pense. Ah ouais? Mais il y a des exceptions. C'est ça l'affaire. En fait, c'est pas des exceptions, c'est le pardon qu'ils appellent. Sauf qu'en Algérie, il y a une organisation sociale qui est, je sais pas si on peut dire clanique, mais pas au sens péjoratif du terme, là. Mais il y a vraiment une organisation familiale, communautaire, dans les quartiers. Sociétal. Ouais, mais pas d'État. Tu sais, c'est vraiment de la... C'est une espèce de solidarité collective qui se transparaît dans le quotidien. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais non. Mais c'est comme une façon d'organisation sociale qui est juste vraiment différente à travers justement la famille puis les liaisons. Mais ça, c'est mon cours de Samia Aoun qui me rentre dans la tête encore, là. Tribalo-clanique, c'est fou, hein? Il faisait juste dire ça. Tribalo-clanique. Comme des fois, il me gossait. Genre, moi, dans mon juste une parenthèse, là, moi, j'ai pris ce cours-là aussi. Puis dans l'examen, honnêtement, c'est tellement pas correct de dire ça. J'ai eu vraiment une bonne note, mais j'ai vraiment dit n'importe quoi, puis j'ai juste shooté tribalo-clanique, genre, deux, trois fois. Je sais que ça faisait aucun sens, mais j'ai juste... Et j'ai vraiment... J'ai 95%. Là, moi, mon oncle, il pense que ce gars-là, il travaille pour la CIA. Non. Non, mais pas autant que ça, là, mais genre, quand c'est arrivé la guerre d'Irak, là, en 2001, je pense. Non, 2002. 2003. En tout cas, bref, dans ces années-là, lui, il s'est positionné pour, en fait. Il était pour l'intervention américaine, puis après ça, pour justifier, il dit qu'il avait sous-estimé les tensions tribalo-claniques dans la région. Bref, donc il a encore dit ça, blablabla. Donc, on s'éloigne. Salut, on s'éloigne, mais c'est pas grave. Salut, Samia Aoun, Université Sherbrooke. Mais j'ai beaucoup aimé son cours, soit dit en passant, malgré justement, des fois, c'était redondant. Mais au niveau de l'étude des systèmes politiques du Moyen-Orient, j'ai apprécié. Oui, non, c'était intéressant. Là. Je suis juste en train de dire que genre... Ça, puis il a pas abordé la question palestinienne.
True. By Il the way, il a pas abordé du tout. Puis il paraît que genre il est pas. Non. He's not really. Anyway, I'm not gonna say it. Fait- ASMR. You understand what I said? Ok, c'est bon. On revient au sujet. Anna répond pas aux questions. Elle Moi, fait je juste réponds pas. Moi, chuchoter. je suis Ok. On Ok, revient au donc sujet. c'est ça. Puis le lien plus formel entre les deux situations, c'est justement donc ce réforme de code de la famille là qu'on veut. On veut changer pour qu'il soit plus équitable. Puis le moment un peu de scission, ça a été le PQ avec sa position contre l'avortement, puis le FLF qui était pour l'avortement, bien sûr. Puis voilà. Puis en dehors de cet aspect-là d'organisation, il y a aussi le traitement que subissent les femmes dans ces mouvements-là. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Donc, il y a eu des arrestations de militantes du MDS et du RAJ. Le MDS, c'est le Mouvement démocratique et social. Le RAJ, c'est le Rassemblement Action Jeunesse. La seule, ça serait 4 femmes. La seule qui prend la parole publiquement pour l'instant, c'est Rania Chaban. Chaban. Ok. Bref. Donc cette femme-là, elle est sortie, elle a témoignage vidéo assez courageux pour dénoncer justement le fait qu'ils l'emmenaient au commissariat. Après ça, ils l'ont transféré de commissariat. Après ça, ils lui ont fait une fouille à nu. Ils leur ont fait une fouille à nu. Puis ils les ont libérés à 1h du matin. Pour eux, ça n'avait aucun sens, la situation. Il y a Amnesty Algérie qui a dénoncé la situation. D'ailleurs, c'est une femme qui est présidente d'Amnesty Algérie. J'ai oublié son nom, malheureusement. Mais en tout cas. Donc, cette femme-là, justement, se bat en ce moment. Puis, comme de fait, la police algérienne a vraiment nié la chose. Voilà. Of course. Il n'y a pas de problème en Algérie. OK? Aucun problème. Il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup, Samy. Mais on est formel, on se remercie après nos interventions. Merci, Anna. Ma maman, elle m'a appris à être polie. D'accord. Maintenant, on passe à Nadège pour la météo. Nadège. Je suis dead. Nadège n'est pas là. Nadège nous a quittés en studio. Ok, mais oui, il faut, en fait, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, encore une fois, il y a beaucoup de tours d'horizon, hein. Je dis beaucoup ce mot-là aujourd'hui, on dirait que c'est mon mot de 360 degrés. Ça va même pas être un live vidéo, notre truc. C'est quoi le punchline 360 degrés de réalité? C'est sans pression. He's in my mind every time. Shit. Ok, mais ouais, les femmes sont présentes, on essaye de les étouffer, on essaye de les invisibiliser, mais elles revendiquent quand même leur position féministe. Même si des fois aussi, elles remettent en question l'utilisation de ce terme-là. Là-dessus, on va en parler un peu plus dans la chronique rap, mais juste pour faire une petite transition, parce que je deviens pas pire avec les transitions. Ouais. Est-ce qu'avant la petite transition, je peux faire une intervention? Vas-y, fais toi. Et en passant par l'autre section, je vais juste pas parler. Bon. Non. Moi, je veux que tu parles. On s'en fout, là, ton parole. On est en adaptation. On essaye de déconstruire tout ça. Mais il y a une féministe qui fait de la recherche sur le féminisme islamique qui s'appelle Zahra Eli. Elle a publié des textes là-dessus, justement. Puis elle a dit quelque chose, une fois que j'ai trouvé très intéressant. Elle dit « L'apparition du féminisme musulman fait apparaître des tensions entre nationalisme et anticolonialisme et séculariste et moderniste. » Donc, ces tensions-là sont représentées par l'existence même des féministes islamiques. Parce que justement, en même temps... Est-ce que tu peux déconstruire tous les termes que tu viens d'utiliser pour des gens qui n'ont pas fait politique? Nationalisme et anticolonialisme, dans le fond, c'est ça, c'est l'affirmation de soi et le rejet du contrôle occidental, parce qu'il n'y a pas de puissance coloniale non occidentale. Donc, ça serait vraiment... C'est un débat, d'ailleurs. Ouais. On peut dire certains disent que les Arabes, par exemple, aussi... tu parles de l'Empire ottoman, genre? Ouais, ben ça, c'est des Turcs, mais il y a l'Empire ottoman, mais il y a aussi les Arabes quand ils ont colonisé l'Afrique du Nord. Mais il y en a qui disent que c'est de la colonisation, d'autres, comme Edouard Saïd, aussi disaient que c'était pas de... Ouais, en fait, en tout cas, ça va être un épisode, même. Une parenthèse. Edouard Saïd rejette cette thèse-là. Bien, okay. Donc, nationalisme, c'est ça, c'est l'affirmation nationale. Anticolonialisme, c'est le rejet des notions occidentales. Puis, séculariste, c'est justement le fait que y ait le religieux et il y a une séparation du religieux et du politique. Ouais, mais ça, le sécularisme, juste dire, c'est un fait social. C'est pas comme c'est pas un fait politique.
Damn, on devient vraiment théorique maintenant. Ouais, on est vraiment théorique. Mais Ok. continue, qu'est-ce que tu veux Mais dire? c'est ça, mais c'est justement, elle fait de la recherche là-dessus, puis nanana. Mais c'est ça, donc sécularisme d'un côté, puis modernisme de l'autre. Donc c'est justement de comment amener la société à évoluer, mais sans trahir ses valeurs traditionnelles, puis que ça se fasse de façon smooth, si je peux dire entre parenthèses. Ouais. Bref, donc il y a beaucoup de choses là-dessus, mais juste pour dire que le féminisme islamique, c'est quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là, et on vous invite à aller checker ça. Oui, puis ça revient un peu au fait aussi de pourquoi certaines... ben, si on prend les Algériennes ou certaines personnes des pays... Je veux pas dire du tiers-monde, c'est pas tiers-monde. Des pays non-occidentaux. Des pays non-occidentaux rejettent le féminisme parce que dans leur tête, il y a une association avec féminisme blanc. Ouais, qu'on dit féministe libéral, féministe exactement, féministe bourgeois. Voilà, exactement. Donc il y a une espèce de, il y a une difficulté à revendiquer ça. Mais juste avant de passer à ce sujet-là, parce que ça va faire partie d'un des enjeux de la place des femmes dans la culture rap que je veux aborder, un des enjeux que je veux aborder, je veux juste rappeler que dans la révolution algérienne en ce moment, il y a une artiste en particulier, une rappeuse en particulier, Raja Meziane, qui dénonce la politique, les politiques en Algérie, puis ces chansons en fait sont reprises en chœur dans les manifestations en Algérie, donc shout-out à elle, j'arrête pas de dire des shout-outs, mais bref. Mais une chanson en particulier, Allô le système, elle est à 21 millions de vues sur YouTube. Fou, hein, quand même. C'est vraiment nice. C'est genre du trap arabe. Ouais, puis elle dit... On va la share. On va la share parce que c'est vraiment... c'est intéressant. C'est une grosse critique du système, mais c'est aussi un appel à la manifestation... aux manifestations, ça se dit pas. Un appel à la solidarité, un appel à continuer le mouvement. Et elle dit... Et là, je traduis parce que c'est en arabe, en algérien, mais c'est de l'arabe. En tout cas, bref, ouais, y a plein d'arabes, c'est un mélange, c'est un créole, hein, l'algérien. Elle dit « Vous avez écrasé l'enseignement, réduit la jeune génération à l'abandon, la société est bloquée, malade, la culture est absente, le peuple fuit le pays dans des barques, donc dans des bateaux haraga, dans la Méditerranée, et vous croyez éternel, vous nous avez enterrés vivants et laissé les mots gouverner. » Puis là, elle dit, puis là, c'est ça son message d'espoir, elle dit « Nous voulons une république, une démocratie populaire, pas une monarchie. Les gens ont assez souffert, ils en ont marre de vous. Nous sommes le déluge. Vous feriez mieux de déguerpir, bande de voyous. » My girl! Yo, c'est fort. C'est vraiment... Mais pour vrai, le son est vraiment nice. Ça s'appelle Allô système, Allô le système, on va le mettre. Puis c'est ça, elle dénonce la misère du peuple, le fait qu'il y a des gens qui sautent dans les bateaux pour fuir, alors qu'en Algérie, on a tout pour pouvoir être un pays riche. Ouais, il y a les ressources, il y a le capital humain. Exactement. Il y a des gens éduqués. Ouais. Donc c'est vraiment une hymne aux manifestations, puis un rappel que le peuple, cette fois-ci, va pas se taire, puis qu'ils sont là, et puis les Algériens sont têtus. Donc moi, je suis pas mal sûre que ça va durer encore un petit bout, cette révolution-là. Mais il y a aussi eu des révolutions... Oh, j'aime tellement mes transitions quand je fais ça. Il y a aussi eu des révolutions dans le monde du rap. Oh yeah! Donc, là, les femmes dans le monde du rap, on vient d'en nommer une. Raja Meziane, qui, elle aussi, elle a écrit des textes, by the way, sur plein de sujets. Elle a écrit des textes en hommage aux personnes, au peuple gazaoui, donc des gens de Gaza, à la mémoire des esclaves partis sur l'île de Gorée. Donc, elle est vraiment comme... Elle parle de plusieurs sujets, elle est super engagée. Puis ça, d'ailleurs, on va pouvoir en parler peut-être dans un épisode, l'utilisation du terme engagé pour parler de rap. Est-ce qu'on a... C'est un autre sujet. Engagé / conscient. Exactement. Conscient. Ça, on va pouvoir en parler. Mais, donc, quelques noms par rapport aux femmes dans le rap francophone. On a des Lady Lace T, qui était dans les années 90 une pionnière du rap francophone, avec notamment son titre « Essie », qui parlait de son frère disparu. On va tout partager, on va essayer de partager sur la page Facebook. Sinon, il y a toujours la playlist TLMSF sur Spotify.
Yo, ça existe? Ouais, ça existe, je l'ai mis. Shit. Je l'ai partagé sur Facebook, t'as pas vu? J'ai pas vu. Donc, vous pouvez... Tous les sons que je parle sont sur Spotify. Excusez, on est trop une grosse boîte. Des fois, On est tous les éléments se parlent pas, tu comprends, c'est des organes. C'est des organes, puis c'est l'exécutif qui contrôle tout. Difficulté de communication. Mais il n'y a pas tous les sons dont on parle, parce qu'il y a pas tous les sons se retrouvent aussi sur Spotify, malheureusement, mais la plupart des sons sont sur Spotify et on l'a mis sur la playlist TLMSF, vous pouvez trouver. Donc, des noms du rap game, il y a Lady Lesty dans les années 90, il y a My Girl Diams dans les années 80. Yo, Diams, gros succès. Hein, gros succès, là. Comme gros succès en général, mais pour son époque en plus, c'était pas facile. Cette femme-là. 45 millions hein, sur la boulette. No way! 45 millions de vues. Shit! Mm-hmm. C'était fort comme ça. C'était fort. Puis, c'est en quelle année? C'est genre dans les années 2007? Yo, je sais pas. Ouais, t'es pas bon avec les dates, excuse-moi. Donc, on a aussi des Casey, des Kenny Arcana, bien sûr. Oh my god. Yo, Kenny Arcana, là, artiste, militante, anticapitaliste, anti-gentrification, antiraciste, altermondialiste. Moi, honnêtement, j'ai découvert l'altermondialisme avec Kenny Arcana. Je vous mens pas, là. J'ai tellement d'estime pour cette femme. Ouais. T'écoutes aujourd'hui des sons qu'elle a écrits en 2006, puis tu dis waouh. Tu sais, mettons, La Rage, c'est comme un de ses sons iconiques. Ça, c'est 2006, là. Sérieux? Ça, c'est Je savais pas que 2006. ça datait d'autant. Ça fait aussi longtemps que ça, puis c'était comme son premier projet. Je pense que c'est son premier album. Avant qu'elle ait posté juste des choses, mais peut-être que je dis n'importe quoi en ce moment. Mais je pense. Puis en tout cas, donc Kenny Arcana, là, vraiment. Puis La incroyable. Rage qui est juste, genre, le son en tant que tel, comme, est juste tellement powerful. Fait que t'es juste... Ouais. En tout cas, La rage du peuple, là. En tout cas, on va pas ça ici, là, mais c'est ça. C'est dans son... Vas-y, tu l'as-tu? Dans son album? Entre Simon et Belle Étoile. Entre Simon et Belle Étoile, tout à fait, 2006. 2006? Eh oui. C'est bon. Non, incroyable pour eux. Ouais. Donc, on a ces pionnières-là. On a aussi dans plus contemporain, on a des Chila qu'on a partagé sur la page Facebook, qui est tellement... J'aime tellement tous ses freestyles, c'est incroyable. Genre, elle détruit tout le monde à chaque freestyle. Puis elle est passée à Rentre dans le cercle. Je sais pas si tu connais le... Ouais, ben je voulais en parler, ouais. Non, vas-y. Ah ben rien, c'était juste pour dire, à quel point je trouve qu'en ce moment, l'industrie du rap, les initiatives du rap essayent tellement de promouvoir justement plus de diversité, dans le sens que Rentre dans le cercle, à chaque épisode, ils amènent des femmes. Je savais pas ça. Il y a une femme au moins par épisode. Ça, c'est dans les artistes qui freestyle. Mais en plus de ça, dans leur invité, parce que Rentre dans le cercle, pour expliquer, c'est un concept, il y a les freestyles, mais aussi il y a des entrevues avec les artisans du rap qu'ils appellent. Donc maison de production, manager, photographe, clipiste, tout ça. Puis dans les invités aussi, grande place pour les femmes. Donc ça, c'est super, c'est des belles initiatives. Move Radio. Ça aussi, moi j'adore Move Radio, j'écoute souvent leur entrevue et tout. Puis ils ont des chroniqueuses. Donc déjà là, le fait qu'il y a des femmes qui parlent de rap dans un média, c'est bien. Puis d'ailleurs, c'est Move qui a aussi fait la petite série qu'on a partagée sur la place, le rôle des femmes dans le rap. Donc il y a des initiatives, puis c'est des initiatives, on peut pas dire on voit ça dans les autres sphères de la société nécessairement. T'sais. Non, puis c'est sûr qu'il y a de l'amélioration à faire, encore une fois. Il y a, toujours. Une par épisode, ok, nice, mais on peut en avoir plus, etc. Ça, c'est 100%. Mais on voit déjà que par rapport, par exemple, aux années 90, où les femmes étaient invitées à seulement faire des featuring ou des back vocals, là, maintenant, elles prennent un son et elles le rappent au complet. Elles n'ont plus besoin de featuring. Puis dans le monde francophone, mais tu sais aussi, c'est sûr qu'il y a des... Bon, on parle beaucoup de rap francophone parce que c'est ça le but de notre émission, mais on peut pas se délier complètement du rap américain parce que c'est la source du rap et encore une fois, ils communiquent entre eux d'une certaine manière. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, c'est ça. T'as des artistes comme Cardi B qui sont on top of the chart. Ils sont numéro 1 pendant des semaines
sur des sons où il y a aucun featuring d'homme. C'est juste elle qui rappe pendant 4 minutes. Puis à la limite, il y a même pas genre de refrain où il y a genre tu sais, du R&B. Tu sais, c'est du gros rap gangsta, tu vois ce que je veux dire? Non, donc c'est sûr que ça a évolué, elles prennent de plus en plus de place. Mais tu regardes juste, excuse. Non, vas-y. Mia, avec un son comme Border, je sais pas si t'as vu. M.I.A. Mia, oh you cute. Mais yo! M.I.A. Ah, c'est M.I.A., c'est pas Mia? Non, c'est correct. Je suis triste d'apprendre ça. M.I.A. Mais vous voyez, j'en ai jamais parlé ouvertement, là, c'est la première fois. C'est pas coming out. Ah, ben oui, c'est ça. Oui, c'est M.I.A. OK, so, cette femme-là, elle est extraordinaire aussi, là, dans des sons bien engagés. Puis il y avait Fly Emira Uni, là, qui l'avait poursuivi. Ouais, parce que dans son vidéoclip, elle avait comme un sweatshirt. Ouais, en tout cas. Cool. Mais donc ça c'est dans le rap, le rap comme elle est pas américaine mais dans le rap anglophone, mais dans le rap francophone c'est ça contemporain, on a des Sheila, on a des Lace qui est une nouvelle rappeuse tellement bonne. Elle a juste un son sur Spotify en ce moment qui s'appelle Sommet, mais elle est juste, ses freestyles sont forts, puis en tout cas bref, elle, je l'aime vraiment. T'as des Shy, t'as des Marwala. Yeah, on en parlait avant là, ouais, genre 2 minutes avant d'enregistrer. Mais ça c'est exactement, mais c'est un des enjeux. Il y a tellement d'enjeux entourant la place des femmes dans le monde du rap, mais aussi comment les messages qu'elles véhiculent, la manière dont elles rappent. Est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est pas du rap? Est-ce qu'elles chantent trop? Parce que des fois, dans des sons, elles vont chanter un peu, il va y avoir une petite mélodie, puis ensuite elles vont rapper. Est-ce que c'est du hip-hop? Mais je pense qu'il y a eu... mais je pense que dans les dernières années, il y a eu une adaptation un peu du rap, dans le sens que même des artistes hommes qui avant, c'était vraiment mal vu de chanter. Parce que justement, c'était associé à la R&B, c'était associé au féminin. Là, maintenant, c'est quand même décomplexé. Là, c'est pas rare de voir un gros rappeur qui fait de la trappe pousser la voix un peu là, sur quelques sons. True. Mais c'est ça, de plus en plus, comme il y a une espèce de fluidité entre et moins de compromis entre qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin. Puis ça, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime vraiment Diams. Je sais que comme d'un point de vue... Comme, mais c'est tellement fait bâcher, c'est pas facile. Hein. Non, vraiment pas. Ce qu'elle a fait, au moment où elle l'a fait, là, elle a tellement eu de critiques, c'est incroyable. Mais elle déconstruisait un peu les normes de genre parce que elle avait un look masculin, mais en même temps super féminin. Elle parlait aux femmes. Tu sais, des sons comme... Puis elle a un peu révolutionné le rap game dans cet aspect-là parce que elle a fait des sons qui étaient plus destinés aux hommes ou qui étaient plus pour les hommes, tu sais, où le rap était... Je sais pas comment dire, elle parlait aux femmes puis elle s'en foutait si les hommes écoutaient ou non, tu sais. Jeune demoiselle, là. Tu sais, OK, we having fun avec cette chanson-là puis tout. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire, c'est... Je parle aux femmes et les femmes, on a le droit de revendiquer, genre... c'est pas qu'on a le droit, mais c'est comme une espèce de revendication de l'objectification de l'homme, d'une certaine manière. Puis c'est une critique implicite à l'objectification des femmes dans les chansons des rappeurs. Mais en même temps, tu sais, elle est là avec ses filles, puis... Ils sont juste là, genre, je cherche un mec mortel, puis nanana, tu vois, Puis la vérité, là, c'est... Est-ce que on peut vraiment dire que parce que elle s'adresse, elle ose avoir un public plus large, donc s'adresser aux femmes, ça ne parle qu'aux femmes? Tu sais, dans le sens... Là, hein, confession nocturne, hein? On en parle avec Vita et tout. By the way, il y a personne qui n'a pas écouté ça. Exactement. Moi, j'aimerais juste dire, dès que tu dis « Mel, assieds-toi, faut que je te parle », si tu sais pas les paroles après, t'es un menteur. Ça marche pas. Tu sais les paroles. Tu fais semblant. Tu es un imposteur. Déjà, je sais tout de suite, si tu sais pas de quoi on parle en ce moment, tu es un extraterrestre. Parmi nous. Donc voilà, tu peux aller voir la police pour... Tu peux aller voir la police, tu peux t'auto-dénoncer. Tu peux dire oui, je connais pas Confession Nocturne, tout. Mais non, mais juste ça, tu sais. Fait, dans le fond, on dit elle parle aux hommes ou elle parle aux femmes, nanana. Mais au final, c'est juste des artistes qui ont réussi à élargir l'auditoire du rap. Oui, mais il y a aussi, genre, juste comme cette comment je peux dire
cette acceptation de pas avoir à faire partie d'un certain moule ou de en tout cas, bref, c'est ça. Non, mais je veux pas non plus polir ce qu'elles ont fait, là, puis dire après tout, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, nous sommes tous humains. Ouais, c'est ça. Mais, non, c'est pas ça. Mais ça pose un enjeu, en fait, parce que, tu sais, le fait de parler aux hommes, parler aux femmes, parler des hommes, parler des femmes, comme, je sais pas si tu connais le test de Bechdel. Vas-y voir, éduque-moi. Ouais, c'est un test, je me souviens plus qui l'a, c'est sûrement le nom, c'est sûrement Bechdel, là. C'était peut-être son chien. Il avait un chien qui s'appelait Bechdel. Bref, c'est une académique. Puis c'est un test pour démontrer la surreprésentation des personnages masculins et une sous-représentation des personnages féminins dans les œuvres de fiction. Puis dans le fond, le test, il repose sur 3 critères. Fait que maintenant que tu lis un texte ou tu regardes un film ou whatever, tu peux regarder avec ces 3 critères-là comme s'il passe le test ou non. Puis les 3 critères, c'est il doit y avoir au moins 2 femmes nommées, donc leur nom et leur prénom dans l'œuvre. Il faut qu'elles parlent ensemble et elles parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Si tu passes ces 3 critères-là, tu passes le test de Bechdel. Parce que tu te rends compte que, par exemple, dans Jeune Demoiselle... C'est tellement intéressant. Mais tu vois, tu sais, mettons dans Jeune Demoiselle, c'est comme ça le titre, déjà? Jeune Demoiselle recherche un mec mortel. En tout cas, bref, cette chanson-là, de Diams, veut pas, elle passe pas tous les critères parce que elle parle de quelque chose qui est en rapport avec les hommes. Elle parle des hommes. Fait que comment les femmes dans le rap game sont quand même cantonnées à devoir s'adresser aux hommes ou adresser le sujet masculin. Puis de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a une déliaison de ça, puis une espèce de désir de parler aux femmes, de sujets de femmes comme tu sais, elle parle de violence conjugale, de fidélité, de la réalité des femmes, il y a un empowerment, etc. Mais il y a quand même, puis il y a souvent aussi des hymnes à la Men Are Trash, que moi j'aime vraiment, mais bon, ça c'est ASMR. Men are trash. Men are trash. Non, c'est correct. Mais aussi, je veux dire, il y a plein de chansons qui disent que les femmes, c'est des... Exactement, voilà, c'est ça. Mais quand même, quand on parle de misogynie, et là, si on reprend la chanson qu'on a publiée sur notre page Facebook, Sale chienne de Chila, je sais pas si on dit Sheila ou Chila, bref, elle, tu sais, elle passerait pas le test de Bechdel parce qu'elle revendique son identité, puis juste le fait que, you know what, tu me traites comme ça, moi je vais me traiter comme ça, puis genre, ouais, je suis une sale chienne, il y a quoi? Parce qu'elle remet en question le fait que des personnes la traitent de sale chienne parce qu'elle existe en tant que femme, en gros, là. Ouais. Mais encore une fois, elle répond à un message qui vient de la gente masculine. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais en même temps, est-ce que être féministe, c'est pas aussi juste exister? Et quand t'es une femme, en tout cas, est-ce que c'est pas juste quand t'es une femme qui s'affirme, qui prend sa place dans l'espace public, qui justement qui ne se conforme pas au rôle traditionnel qu'on veut lui imposer, est-ce que juste son existence c'est pas assez? C'est déjà, ouais. Mais c'est déjà un acte féministe. Ouais. Mais c'est pour ça, puis là on revient au sujet de base, c'est est-ce que tu sais, il y a certaines rappeuses qui peuvent être mal à l'aise avec la revendication du terme féministe. Puis là, j'ai pas de nom de rappeuse live. Ben oui, en fait, j'en ai un. Chilla. Dans Balance ton port, elle dit « Je suis pas féministe, le vrai terme, c'est humaniste. » Genre, tu comprends? C'est ça. Mais pourtant, tu checkes toutes les paroles de cette qui fait référence au mouvement Balance ton port, donc le pendant francophone de MeToo. Qui est vraiment, c'est un texte tellement fort, puis je suis juste là, genre, you go girl, you go girl, you go girl. Puis là, elle dit ça, and then I'm like, ok. Puis, mais je comprends aussi d'où elle vient, tu sais, sachant que le féminisme en France et le féminisme, du moins, revendiqué sur les places publiques et sur les grandes plateformes est essentiellement un féminisme blanc, et qui exclut les femmes de banlieue, qui exclut leur réalité, qui est un féminisme de deuxième vague, en gros, pour ceux qui connaissent les vagues. Puis, donc, un féministe colonial. Donc, je comprends d'où elle vient. Puis, t'as des Aya Nakamura aussi qui... Bon, elle est pas rappeuse, elle est plus dans le pop, mais tu sais, qui dit... Je suis pas nécessairement féministe, mais
elle reconnaît qu'elle fait des actions qui peuvent être perçues comme féministes. Tu sais, donc, est-ce que l'acte en soi est plus nécessaire que simplement la revendication d'un terme? Ouais. Et là, ça revient au mouvement. Si on veut créer un mouvement, est-ce qu'on a besoin de se revendiquer? Est-ce qu'on a besoin de s'associer à un terme? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des... Ben, c'est ça, tout l'aspect terminologique. Je sais pas, mais c'est ça. Non, c'est super, super pertinent ce que tu dis, mais il y a aussi le point à analyser, c'est le milieu. Le milieu rap est souvent mis à mal par les critiques par rapport au fait que c'est un milieu misogyne, c'est un milieu sexiste, etc. Ouais. Mais il y avait la philosophe, je pense, philosophe féministe, Michel Vergès. Françoise, excusez-moi, Madame Françoise. Ben, je sais pas si elle se revendique comme philosophe, mais... Je sais pas, en tout cas, une militante féministe, là. En tout cas, oui, donc elle disait justement qu'il faut appliquer une lecture de classe et de race à ces critiques du rap, quand on dit que le rap est misogyne ou quoi que ce soit, parce que souvent c'est ça, tu sais. On juge le rap très très sévèrement par rapport à d'autres musiques qui seraient traditionnellement justement plus blanc, est-ce que ça se dit? Des musiques blanches? Je ne sais pas. Mais d'autres types de musique, simplement, par exemple, il y a plein de rockers occidentaux qui sont super misogynes, puis que les paroles le disent clairement, puis tu sais, ça passe, il n'y a pas de problème, Puis quand c'est un rappeur, ben là non. Là, tu sais, là, c'est vraiment dégradant, etc. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi le fait que le rap n'est pas en vase clos de la société. C'est-à-dire que oui, il y a du sexisme dans le rap, et notre but, c'est pas de dire le contraire. Non. Au contraire, on veut attaquer la chose puis dire que les femmes doivent prendre plus de place, les textes doivent être moins sexistes, etc. Mais c'est faux de dire qu'il y a plus de misogynie ou de sexisme dans le rap que dans les autres sphères de la société. Ouais. Puis ça me ramène en fait au premier épisode quand on parlait, où on a juste, j'ai juste mentionné vite fait le texte de Philippe Némé-Nombré, le hip-hop avec des gants blancs, je crois. Ouais. Puis en gros, c'est ça qu'il disait aussi. Il disait, bon, bien sûr, il y a l'idée de les différents genres musicaux, comment on voit le sexisme, etc., et comment il faut avoir une lecture comme de plusieurs paliers. Mais il y a aussi entre les rappeurs. Puis là, bon, on parle de la place des femmes, mais lui, il parlait de comment, justement, des rappeurs comme Loud pouvaient s'en sortir, comment leur misogynie ou leur borderline sexisme passait dans le beurre, alors que dès qu'il y a des on les artistes... plébiscite. Exactement, c'est ça. Alors que dès qu'il y a des artistes de minorités /racisées qui tiennent des propos similaires, ben là, oh non, on revendique la misogynie et tout. Et c'est un peu... Ben c'est pas la même chose pour les femmes, mais c'est un... c'est un double standard qui apparaît dans différentes choses. C'est quand une femme va rapper violemment, ben là, on va dire, mais on va l'associer directement au masculine. On va associer directement à une idée masculine. Ouais. Mais donc elle se retrouve constamment aussi dans cette espèce, puis là je change de sujet, je suis désolée là, mais on se retrouve constamment dans cette dichotomie là de savoir les rappeuses, est-ce qu'elles sont soit trop battantes, elles sont trop violentes, elles sont trop hommes, ou en même temps quand elles commencent à parler de fidélité, elles commencent à parler, tu sais, d'amour, de sujets comme plus associés à la féminité, ben là, elles sont des femmes émotionnelles, puis à la limite, on dit « Ah, mais t'es vraiment une rappeuse, etc. » Exact, et tout. Exact. Donc, puis ça fait écho directement à la société. Les femmes sont constamment à choisir entre il faut que je choisisse entre ma carrière et ma famille. Il faut que je choisisse entre étant... c'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt, est-ce que juste le fait d'exister comme elles sont, est-ce que c'est pas déjà assez subversif et assez... Ouais. Ok, ben là, on a vraiment dépassé, mais... Mais non, on n'a pas vraiment dépassé. De toute façon, on avait beaucoup à dire, et puis c'est pas terminé, la discussion continue, bien sûr. Toujours. Dans le prochain épisode. Toujours. C'était juste un petit... c'est pas un petit. On a développé
des enjeux, on a développé des questionnements par rapport à la situation en Algérie, par rapport à la place et le rôle et l'implication des femmes dans les mouvements nationaux, et la place et l'implication et le rôle des femmes, si elles ont un rôle nécessairement ou si elles doivent avoir un rôle dans le monde, dans l'univers du rap. Et voilà, mais on espère leur faire de plus en plus de place dans notre podcast parce que voilà, il faut les mettre de l'avant et on a une responsabilité sur ça et voilà. Oui, donc c'est ça, donc n'oubliez pas de checker la page, c'est pas déjà fait. TLMSF sur Facebook, tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout sur Facebook. C'est ça, tout le monde s'en fout. Il y a aussi le SoundCloud. Yes, puis, avec tous nos épisodes. Apparemment, il y a le Spotify. Il y a la liste Spotify. Oui, il y a la playlist Spotify qui est une playlist collaborative. Donc, si jamais vous voulez rajouter des morceaux qui vous font vibrer, qui vous ont fait penser au sujet qu'on abordait, gênez-vous pas, vous pouvez le faire sur Spotify, TLMSF. Très, très nice. Puis, voilà. pour finir, si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait aborder dans des épisodes futurs, nous, c'est sûr, on en a déjà. On en a plein. On veut parler. Mais, votre opinion compte aussi. Envoyez-nous ça, puis on est très ouverts. Yes. Okay. Donc, à la prochaine pour un prochain épisode. Prochain épisode. Bye bye.